Y a-t-il une matérialisation de la libido repérable dans la voix en tant qu'elle est porteuse du grand autre? Voici la question à partir de laquelle je vous propose de démarrer mon intervention. En tant que véhicule, nous pouvons observer que la voix transmet un message au-delà de ce qui se dit. Je vous rappelle à ce titre l'exemple que donnait Jacques Lacan à propos de la voix par téléphone. Je le cite. « Qu'est-ce que la voix nous apprend, comme telle, au-delà du discours qu'elle tient au téléphone ? Il n'y a assurément pas lieu de vous faire ici un petit kaléidoscope des expériences qu'on peut en avoir, qu'il vous suffise d'évoquer le moment où vous essayez de demander un service ou n'importe quoi d'autre dans une quelconque maison de commerce, et voilà que vous vous trouvez avoir au bout du fil une de ces voix dont le caractère d'indifférence vous renseigne tout de suite sur la mauvaise volonté de celui à qui vous avez affaire, sa volonté bien établie d'éluder ce qu'il peut y avoir de pressant, de personnel dans votre demande. Cette sorte de voix vous en apprend déjà assez sur le fait que vous n'avez rien à attendre de celui que vous interpellez. » Fin de la citation. Épurée du reste du corps, la voix au téléphone se fait fil par lequel circulent désir et résistance, par-delà le message qu'elle véhicule. Et de la même manière, c'est à partir de la voix d'un patient ou d'un psychanalysant, lorsque l'association libre ne suit pas, qu'un clinicien peut être amené à dénouer certains nœuds qui se présentent au fil de la cure. Une agressivité contenue, une méfiance, une surprise, ou encore de la colère. Ce peut être alors la voix, en tant que signifiant corporel, qui l'autorise à intervenir. Quel est ce ton avec lequel vous dites cela, par exemple? Quelque chose s'entend en ce que le corps et sa projection vocale ne sont pas articulés avec ce qui est dit. Ainsi, la voix, comme le corps, est traversée par les signifiants et marquée par les conflits psychiques. Elle est, comme l'ensemble du corps, un terrain d'expression de la libido et du gonflement du moi. Je vous invite aujourd'hui à apprécier dans quelle mesure la voix ne fait pas toujours corps avec celui qui parle. Je vous propose d'étudier en quoi la voix colorée par le moi peut être différente de la voix à travers laquelle l'être se représente. J'explore avec vous, avec en toile de fond, l'hypothèse suivante. Au cours d'une psychanalyse, la voix est matière à évoluer au point de témoigner d'une circulation libidinale qui va être de plus en plus fluide. Dans cette logique, c'est le retour du refoulé au moyen de l'association libre des pensées, puis la traversée d'au moins un fantasme originaire qui permettront progressivement de désencombrer la voix des expressions fantasmatiques et symptomatiques qui peuvent s'y manifester et permettre à la libido d'emprunter la voie symbolique. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait référence à plusieurs reprises en préambule de mon intervention au caractère corporel de la voix. Cela a impliqué en amont de répondre à la question suivante: la voix est-elle organique, corporelle ou psychique? Pour ne pas faire de mystère, je vous propose dès à présent la réponse suivante qui prend largement appui sur un écrit du docteur Fernando de Amorim. Elle est organique, corporelle et psychique. Voici pourquoi. Si nous nous référons aux trois registres lacaniens, réel, symbolique et imaginaire, nous pouvons tout d'abord noter que la dimension organique de la voix est de l'ordre du réel. Il s'agit des composantes physiologiques de la voix, la longueur des cordes vocales, le larynx, le sphincter glottique, les résonateurs. Sa dimension corporelle, quant à elle, est modelée par le psychisme. Et si nous nous référons à ce qui distingue l'organisme du corporel, notons, en prenant appui sur la théorisation qu'en fait M. de Amorim, que le réel de l'organisme devient corps lorsqu'il rencontre le signifiant. Aussi, un symptôme vocal peut-il aussi bien apparaître dans le champ organique,
sous forme d'une lésion, par exemple, ou d'un nodule, et dans ce cas, ce sera d'abord le chirurgien qui sera appelé à intervenir, que sous forme corporelle, c'est-à-dire lorsqu'il y a une altération durable de l'organe, mais sans lésion. Souvent, ce sera alors l'orthophoniste qui sera sollicité et qui interviendra d'une manière fonctionnelle. Et enfin, le symptôme vocal peut également apparaître sous une forme psychique, dès lors que la voix devient le siège d'une souffrance. Elle est alors élue comme lieu au sein duquel vient se représenter un conflit psychique. Sur cette distinction entre symptômes vocal, psychique et corporel, je renvoie ceux que ça intéresse à mon travail de thèse qui va bientôt paraître au RPH Édition et qui porte sur la mue faussée, qui est une manifestation vocale caractérisée par une absence de mue à la puberté, mais sans raison médicale. En prenant appui sur la Constantkraft, identifiée par Sigmund Freud, qui correspond à cette force constante qui caractérise la pulsion, Amorim appréhende l'appareil vocal de l'être humain comme un organe au sein duquel circule continuellement la libido, puis le désir. C'est la présence du grand autre lorsque l'enfant naît et pousse son premier cri qui l'introduit dans le monde des êtres parlants. Ainsi, le coup d'envoi de la pulsion est donné non par le cri poussé par le nouveau-né, mais par le grand autre. Il est donné par le désir de l'autre, qu'il soit barré ou non, et n'est incarné par le cri que dans un second temps. D'ailleurs, n'est-ce pas en ce sens que Lacan exprime que cette pulsion, ce cri, cette poussée ne vaut pour nous, n'existe, n'est définie, n'est articulée par Freud que pour autant qu'elle est prise dans une séquence temporelle d'une nature spéciale que nous appelons la chaîne signifiante. Donc, il y a un précédent. Amorim avance l'hypothèse que c'est la parole venue de l'autre barré qui, empêchée de bien dire, revient sous forme de symptômes, ici de symptômes vocaux. Dans la mesure où le symbolique correspond au registre de l'autre barré, le symptôme psychique peut alors être lu comme l'indicateur d'une difficulté du moi à dégonfler l'imaginaire et à être castré par le symbolique. Le ratage de ces opérations facilite l'écoulement de la libido du côté psychique, puis du corps, voire du côté de l'organisme, si elle n'est toujours pas parvenue à être représentée. J'ai fait référence à la circulation pulsionnelle qui anime une voix. Je vous propose à présent de porter notre attention sur le schéma de la pulsion élaboré par Amorim. Merci. Il est construit à partir des caractéristiques de la pulsion identifiées par Freud, c'est-à-dire comme ayant une source, un objet et un but. La source, c'est un réel, est représenté par le schéma, sur le schéma par le carré rouge qui est à gauche. Le but l'est par le carré blanc. Donc à droite. Et la poussée par la ligne qui conduit du premier au second. Sur son chemin, la poussée est traversée par le langage, c'est-à-dire le grand autre, et cette traversée transforme ce qui était d'abord de la libido en désir. Ce passage signe aussi celui de l'imaginaire qui correspond au champ de la libido, au symbolique qui correspond au champ du désir. Je vais relire cette phrase. Ce passage signe aussi celui de l'imaginaire qui correspond au champ de la libido, au symbolique qui correspond au champ du désir. Le langage se situe du côté de la libido et la parole du côté du désir. La voix, quant à elle, je la situerai tout au long de la flèche qui indique la poussée, à cette distinction près que sa dimension vocale prédomine avant sa rencontre avec le grand autre barré, avant de s'en trouver assourdi au profit de la parole. À ce propos, je vous fais part de cette phrase de Jean-Michel Vives lorsqu'il écrit que la parole fait taire la voix, ou plus précisément permet de la rendre inaudible. Et à l'inverse, cela me fait également penser à Sándor Ferenczi lorsqu'il parle d'un patient venu le rencontrer pour un symptôme vocal qui apparaît, selon l'interprétation qu'il en propose, dès lors que ce jeune homme se préoccupe davantage de l'effet de ses paroles
que de leur contenu. Et enfin, pour revenir au schéma, le cercle qui est visible à droite correspond à l'objet que vise la pulsion pour son accomplissement. Et vous pouvez observer que même lorsqu'il y a accomplissement pulsionnel, il n'est pas possible pour le carré de remplir le cercle. Il demeure donc 4 espaces vides qui alimenteront toute une vie durant la circulation pulsionnelle. Ce sont les flèches qui renvoient cette fois de la droite vers la gauche. Ainsi, c'est à partir de ces espaces vides, ces interstices, que l'être va se construire en tant que sujet castré. Présentifiant le manque, ils offrent la perspective de supporter d'exister sans complétude, pour reprendre cette formule d'Amorim. J'ai toujours à l'esprit cette question inaugurale, y a-t-il une matérialisation de la libido repérable dans la voix en tant qu'elle est porteuse du grand autre? Et pour avancer dans ma réponse, j'aimerais à présent faire un pas de côté et étudier le rapport au mensonge des parents que Maud Manoni observe chez l'enfant lorsque celui-ci est en souffrance. Voici ce qu'elle écrit. Ce qui apparaît comme nuisible au sujet, c'est le refus des parents de voir ce désordre, leur effort en parole, pour y substituer un ordre qui n'en est pas un. Ce n'est pas tant la confrontation de l'enfant avec une vérité qui est traumatisante, mais bien sa confrontation avec le mensonge de l'adulte, c'est-à-dire son fantasme. Dans son symptôme, c'est bien ce mensonge qu'il présentifie. Ce qui lui fait du mal, c'est non tant la situation réelle que ce qui, dans cette situation, n'a pas été clairement verbalisé. C'est le non-dit qui prend ici un certain relief. Oui, mais comment l'enfant repère-t-il que quelque chose n'est pas dit? J'avance ici l'hypothèse que la voix en dit quelque chose de ce qui n'est pas dit, par ses silences, ses hésitations, son tempo, son rythme, quelque chose qui échappe au contrôle moïque de celui qui donne de la voix. Ce que présentifie l'enfant à travers son symptôme, c'est le reflet du mensonge que tente de faire tenir le parent dans son rapport à lui-même. Et il me semble que d'un point de vue vocal, la voix entretient ce même rapport au mensonge que celui que Manoni décrit pour l'enfant. Le moi méconnaît la castration et cela produit des effets de corps. C'est son mensonge qui peut être rendu audible dans la voix. La cure psychanalytique produit ce même effet de miroir que celui auquel ouvre l'enfant pour son parent. À ce propos, Manoni écrit « Le rendez-vous avec le psychanalyste, c'est une rencontre, à travers le grand autre, avec son propre mensonge. » Au fur et à mesure, la voix en est progressivement dépossédée, permettant que s'opère un alignement voix-être, médiatisé par le rapport à l'autre barré. Nous pourrions dire que la voix réintègre sa simple fonction d'organe, finalement. Ainsi, lorsqu'elle achoppe, la voix se trouve affectée, au sens qu'elle laisse passer l'affect, par le matériel inconscient, mais en cela, elle permet le passage de représentations jusque-là refoulées. Au même titre que d'autres signifiants corporels peuvent être mis au travail des associations libres dans le champ de la cure, la voix, en ce qu'elle laisse régulièrement émerger des affects, permettra, articulée aux associations libres, qu'émergent les représentations qui lui sont associées. À ce propos, Christian Spella propose de parler de la voix comme de l'incarnation de l'affect dans la parole. La voix morte, la voix de victime, la voix qui régresse, la voix qui agresse, la voix qui attire l'oreille et vient dire autre chose que les signifiants qu'elle véhicule, toutes ces formes de voix sont autant de manières de mettre le corps en jeu dans une dimension signifiante sans assumer de dire. Ainsi, la voix véhicule un message au-delà de ce qui se dit. L'apaisement du moi, tel qu'il pourra être vécu à l'issue de la traversée d'une psychanalyse, implique que celui-ci vive avec le manque. Mais exister en supportant le manque de l'objet implique au préalable d'en avoir reconnu la perte et d'en avoir fait le deuil.
Lorsque j'énonce cela, je vous demande d'avoir à l'esprit que la voix fait partie des objets A identifiés par Lacan. Quel est cet objet chu de l'organe de la parole, avait-il dit. La voix, c'est d'abord la voix de l'autre, du grand autre, celle où la parole était d'abord incompréhensible, inintelligible, et que seul l'affect qu'elle véhiculait permettait un repérage à l'enfance, comme ces chansons douces qui bercent les enfants, car la voix l'est douce, malgré des paroles crues. Peut-être est-ce d'ailleurs en cela qu'Amorim nous indique que l'être est d'abord l'enfant du grand autre non barré. La traversée d'une psychanalyse permet la chute de la voix comme objet. Elle rend alors possible pour l'être de se défaire de la mascarade moïque et avec le silence, c'est-à-dire à partir du rien, et des signifiants piochés dans le grand autre barré, elle ouvre une possibilité à la voix de véhiculer simplement, sans artifice, donc comme support matériel, le symbolique. Alors seulement, il peut s'entendre des effets de corps dans la voix, elle s'incarne, sans plus qu'il lui soit nécessaire d'être imprégnée d'un affect qui viendrait s'y représenter hors contexte. Je vous remercie.